Vendredi 7 septembre. Chapitre 2. Nach Berlin. Qu'est-ce qui se passe sur la route? Dors donc, t'en fais pas, tu le sauras toujours assez tôt. Va voir, toi, mon vieux Jean. Ce sont des autobus. Tiens, un Auteuil-Madeleine, un Bastille-Opéra, et ça suit. Vrai, dit Paillot qui fait un bond, vêtu de son inélégant caleçon. C'est pour nous, on va partir. Et ce mot résonne dans nos âmes comme un clairon. On ne demande que ça, après tout. L'ordre arrive. On recharge les camions. Au rassemblement, sermon du capitaine pour nous annoncer que peut-être, demain soir, la moitié de la compagnie serait couchée sur les champs de bataille. Bel apéritif, dit Pascal. Là-dessus, nous dit non. On fait ses adieux aux habitants qui nous ont reçus avec tant de bonté, et nous partons sur la route à hauteur d'écart qui nous attendent. Mais il n'est que 7 heures du soir. L'embarquement n'a lieu qu'à 10 heures. Et encore. Danard et Bizu sont des philosophes et essaient de comprendre pour quelle raison, quand on doit prendre le train ou l'auto, il est nécessaire de se trouver presque 4 heures avant à battre la semelle sur le bord d'une route. Et Baptiste conclut avec raison. C'est tout de même marrant dans l'armée. Plus qu'on arrive en avance pour embarquer dans leur fourbi, et plus qu'on est toujours en retard pour démarrer ensuite. Et si tu savais, mon pauvre Baptiste, reprend Danard, combien il a fallu de kilos de papier et de centaines de signatures pour en arriver là, tu en serais paf. Oh, bah alors, je veux plus comprendre, et je me couche. Et les hommes qui auraient pu rester dans leur cantonnement s'endorment dans les champs, enveloppés de tout le froid du brouillard piquant qui monte. Samedi 8 septembre. Nous avons été cahotés toute la nuit. Ce matin, nous sommes passés à Morhange, à Sarre-Union. Pendant les haltes, les soldats, comme des affamés, se précipitent sur les arbres fruitiers des jardins qui bordent la route. Personne ne proteste, pas même les officiers, qui regardent d'un air indifférent. C'est curieux, dit Nanard. Je ne m'étais pas figuré les officiers avec une mentalité aussi antisociale. Tu as raison, reprend Renoël. Et j'ai l'impression que si cette mentalité se généralise dans les sphères dirigeantes, nous allons à une défaite. Faut-il que ce soit un foutoir, l'armée actuelle, pour qu'on se croie tout permis à tous les échelons? Une femme, les poings sur les hanches, regardait dévaster son jardin et sur la route le capitaine X ne trouvait mieux que de dire « Elle en verra bien d'autres ». On nous a débarqués dans une vallée. Nous sommes restés 2 heures sur place et nous remontons à pied pendant 4 kilomètres le chemin que nous venons de parcourir en autobus. « Tas d'enfoirés !» bugle une voix. « C'était trop simple de nous laisser à Demeringen ?»« Eh, crève donc, chien de bifin !» rugit une autre voix. « C'est pas eux qui les portent, les kilos !» Et le malheureux donne encore un coup de rein pour remonter un peu le sac, plus le sac inférieur, la musette, l'outil, le masque, le bidon, les cartouchières, le flingue, le plat de campement, la jumelle, etc. Tu vois, me confie André, qui tord son mouchoir, on leur pardonnerait de n'avoir rien sur le dos, s'ils connaissaient leur boulot, et s'ils ne se gouraient pas continuellement. Mais quand on les voit se payer notre gueule, nous faire bouffer des kilomètres pour le plaisir de nous les faire bouffer, et ne rien porter que leur ânerie, alors tu comprends, ça me révolte. À part quelques exceptions, tu as raison. Et ensemble, réconfortés par cette observation, nous allons qu'à un cas dans les trous remplis de poussière, et nous culbutons dans les jambes des chevaux, et dans les roues de l'artillerie, qui avancent dans le même sens. Après 8 kilomètres de marche, sous un soleil de feu, nous campons dans une forêt de sapins où la fin de la soirée s'achève par une chasse magistrale et en règle. Un de nos groupes a déjà 3 superbes lièvres, et le petit chauve se révèle un trappeur de grande classe. Dimanche 9 septembre. Ce soir, à 6 heures, la colonne s'est reformée, et nous sommes partis vers les lignes. Toute la nuit, nous avons marché, et vers 2 heures du matin, nous entrons à Singlin, dernier village situé derrière la ligne Maginot. Tout est évacué. Après avoir casé la section, j'ai réussi avec Renoël et Georges à trouver un coin dans un grenier. Un véritable salon où nous nous endormons béatement. Lundi 10 septembre. Au réveil, j'entends le canon. Cela devient intéressant. Je fais un tour dans le village. 2 soldats ont pillé une épicerie et les 2 délinquants seront fusillés.
Ceci est bien si c'est juste, et si la mesure est prise pour qui que ce soit. L'artillerie a eu la délicatesse d'installer son bureau d'opération dans l'église. Elle y a mis beaucoup de discrétion, en restant près du bénitier, mais dès maintenant j'ai un doute sur la psychologie de celui qui a fait cette bêtise. Je retrouve Burget, vicaire à Montargis, toujours ardent comme du temps où il était scout, adoré de ses hommes. Je revois Farcet qui campe dans une ferme à 600 mètres de là. Bref, je vais confesser ce soir là-bas, installé sur une baignoire, et les pénitents appuyés sur un pot à lait. Le bruit lointain du canon semble rappeler les âmes à la réalité. Dans la soirée, un Messerschmitt s'est fait descendre proprement sous nos yeux. Après dîner, avec Georges, nous sommes remontés au-dessus du village. Vers l'est, nous voyons les lueurs des canons qui crachent sans arrêt. Le bruit qu'ils font semble un orage lointain. Et tandis que dorment déjà les quelques milliers d'hommes cantonnés dans le village, nous redescendons lentement au foin de notre grenier. Mardi 11 septembre. Vers 11h, le 3e bataillon se prépare à partir. On sait vaguement qu'il doit attaquer demain. Tous, nous lui formons une haie, rivant sur les partants des yeux qui vont donner un dernier regard à ceux de nos amis qu'on ne reverra peut-être plus. Je revois Burget. Nos regards se rencontrent. Un sourire, une pensée, et les rangs passent. « Au revoir, les copains !»« Au revoir, vous en faites pas, on va leur arranger ça. » Comme une balle, les réflexions et les au revoir s'échangent. Les rigolades et les bravades coulent en cascade, dont l'écho se répercute d'un bout à l'autre de la colonne. On se sent pris, on se rappelle déjà un peu mieux ce que nos pères, nos oncles, nous avaient raconté de la dernière. Et sans qu'on le veuille, quelques larmes coulent sur bien des joues à la barbe déjà hirsute. Bien des bouffardes restent éteintes, qu'on ne songe plus à rallumer, car la pensée est ailleurs, et si d'un côté on voit les camarades qui partent, on pense aussi à ceux qui sont restés là-bas, au village ou à la ville. Le dernier canon de 25 est passé. Sur l'enveloppe qui le protège, son servant a écrit à la craie « Rosalie ». Et avec enthousiasme, il crie avec une pantomime comique en montrant sa pièce et la direction vers laquelle ils suivent. « Rosalie nach Berlin !» Tout le monde rit et d'autres se retirent tristement en pensant que demain, sans doute, ce sera leur tour. Fin du 3e épisode. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire. En vous remerciant.